Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jarry. On est toujours content de vous recevoir. Bonjour à vous. Eh bien, et bonjour. ce soir, c'est pour une émission un petit peu différente, puisque vous avez participé à Rendez-vous en Terre Inconnue. J'ai eu la grande chance et le grand honneur de participer à cette émission, qui est une émission qui m'a toujours fait rêver. Ouais. Et C'est eux qui vous ont proposé ou c'est vous qui avez manifesté l'envie éventuellement d'y participer? Je crois qu'il y a eu une volonté mutuelle. On a mis quelques années, je crois qu'on a mis 2 ans à trouver une date pour pouvoir faire ce rendez-vous en Terre Inconnue. Et jusqu'à la fin, j'ai eu très peur que ça ne se fasse pas. Ouais. Et Pourquoi ? Parce que je me suis dit, à chaque fois qu'on a calé des dates, à chaque fois ça a été annulé. Il y a eu le Covid, après moi j'ai eu la tournée des Zéniths. Donc il y avait, donc j'ai eu très très peur jusqu'à la fin. Ouais, et vous avez eu très peur au point que vous n'avez pas dormi avant le départ, la nuit avant le départ. Hein, ça commence un peu comme ça. Parce que je ne savais pas, en fait, je pensais que j'allais mieux vivre les choses, mais le fait de n'avoir aucune information, et dans ma tête, Très angoissant. Très angoissant. Et puis je me disais, mais où est-ce qu'on va partir? Ça va être une destination où il fait chaud, alors c'est quoi? Je réfléchissais à l'Inde, à plein de pays. J'étais bien loin d'imaginer. Vous étiez bien loin. Et puis Raphaël de Casabianca vous a un petit peu induit en erreur. Il vous a dit c'est une mer de sable, un désert. Un désert de sable. Un désert de sable. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, on le voit à l'image, je suis super content. Ouais. Je me dis, parce que moi, j'avais fait des UV pour préparer ma peau au soleil. C'est vrai ? Mais c'est vrai. Je m'étais dit, prépare ta peau si tu tombes. Donc voilà, j'avais fait un régime. Je m'étais dit, si tu fais toute l'aventure en slip, faut quand même que ça donne envie aux téléspectateurs de regarder. Ah bah oui, c'est bien sous la doudoune, parce que vous partez au Groenland. Voilà, au pôle Nord. Groenland. Et donc là, c'est pas le maillot de bain ni le string, c'est la doudoune, le bonnet, les gants et le froid. Et là, c'est un choc dans ma tête. Hein. Ouais. Je me dis, Jarry, montre quand même que t'es content, parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient partir. Mais moi, dans ma tête, je me dis, non, mais c'est une blague. Ouais. Parce que vraiment, c'est un endroit où j'avais jamais pensé aller. Ouais. 6 heures de traîneau. 6 heures de traîneau le premier jour, des conditions météo très compliquées, il faut le dire, et puis pas de nuit. Ouais. Le soleil se couche pas. H24. Ça, psychologiquement, c'est très 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 compliqué. Quand vous couchez, on voit, ils mettent un petit rideau pour essayer de faire la nuit. Non, mais c'est... Et puis, c'est donc pas de nuit, mais en plus, pas de sanitaire, enfin voilà, pas de plein de choses qui font que notre quotidien, on a des moments à nous. Alors moi, j'ai pas compris, parce qu'on a eu la chance de voir l'émission avec Valérie, comment, quand vous allez au traîneau, ce sont des vrais chiens, ils sont pas des traîneaux électriques, motorisés. Comment les chiens savent vous c'est? Parce qu'il n'y a pas de panneau, enfin, c'est un désert de glace complet. Comment ils s'orientent? Ils s'orientent à la voie avec les mocheurs, Oui, mais la direction. Comment ils savent que... c'est celui qui conduit le traîneau. Exactement, c'est le usher qui connaît par cœur, parce qu'il a grandi, il a vécu ici, puis ce sont des chasseurs. Ils connaissent extrêmement bien chacun des endroits, et surtout ils savent quelle épaisseur de glace il y a, si on peut passer ou pas. Ils connaissent extrêmement tout. Ils sont connectés à la nature, d'une force que nous on a complètement oubliée en Europe aujourd'hui. Et c'est justement ce qui est compliqué peut-être pour vous, parce que ce sont des pêcheurs et des chasseurs, et que pour se nourrir, ils tuent les phoques. C'est ça. En fait, je pense que s'ils avaient coché qu'est-ce qu'il y a de plus opposé à Jarry, le froid, les chasseurs, les pêcheurs, voilà, ils mangent ce qu'ils chassent, ce qui est évidemment très très loin de moi. Bien sûr, puisque vous leur dites à la fin, enfin on va pas tout raconter. Non, on va pas tout raconter. Mais c'est vrai que pour vous, ça a dû être compliqué quand même. Pour moi, ça a été je le dis, ça a été une aventure psychologique la plus difficile de ma vie. Parce que j'ai été confronté à des valeurs qui étaient vraiment difficiles. J'ai très peu dormi. Il faut savoir quand même qu'il n'y a aucun repère visuel. Parce que la glace, tout est blanc. Il n'y a pas d'arbres. Enfin, il nous manque des choses dont on a besoin dans notre quotidien. Donc c'était à la fois l'expérience la plus belle de ma vie, mais aussi la plus difficile. Alors j'ai essayé évidemment de parler. En même temps, au bout de 4 jours, on a faim. Donc s'ils n'allaient pas tuer le phoque, j'y allais. Parce qu'à un moment donné, ça rend fou quand même cette sensation. Ça a quel goût le phoque? Le phoque, c'est un goût de sanglier, vous dites. Oui, et avec un petit goût de poisson.
Parce que c'est c'est ça, c'est une viande très forte avec un goût de poisson. Bon, j'ai pas redemandé. Hein. Non, mais il y avait. Il y a des oiseaux aussi. Oui, il y a les oiseaux. Vous avez mangé, vous avez tenté d'attraper. C'est marrant d'ailleurs à voir parce que l'émission, c'est aussi une émission de découverte de ces populations, de ces gens qui voient pas beaucoup d'étrangers. C'est le moins qu'on puisse dire, jamais pratiquement. Non, puis ils sont amenés à disparaître. Ce sont les Inuits, les cousins des Inuits. Donc ils ont cette chasse traditionnelle à l'épuisette où on va attraper des oiseaux, on reste entre 5 et 6 heures. Ça a duré 6 heures? Ah oui, ça calé au sol avec une espèce d'épuisette sur un grand manche et puis vous levez l'épuisette pour attraper les oiseaux. Pour essayer d'attraper. Alors moi, autant vous dire que ça n'a pas marché. Ils ont été libres de continuer leur vie. Et je ne m'attendais pas à la cuisson. Les gens vont le découvrir dans l'émission. Oui, il faut regarder. Mais c'est quand même un moment où je me dis, ah bon, d'accord. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que quand vous êtes dans des situations un peu originales ou de danger, vous chantez des vieilles chansons. Là, quand vous êtes... Quand vous attrapez les oiseaux, vous chantez ouvrez la cage aux oiseaux de Pierre Perret alors que vous êtes en train de chasser. Et quand vous êtes sur l'eau en canot-kayak, vous faites ohé du bateau. Mais oui, parce qu'en fait, j'essaie de ramener des choses qui me font du bien et qui dédramatisent un peu ce que je suis en train de vivre. Par exemple, on le voit pas dans le reportage, mais j'ai chanté Bibi Phoque. Quand on part à la chasse du phoque et je leur parle, je leur explique que quand je suis petit, il y a un dessin animé qui s'appelle Bibi Phoque avec un bébé phoque qui a été abandonné par ses parents et eux ils le voient vraiment comme oui, ils comprennent pas. C'est comment Bibi Phoque? Ça fait Bibi Phoque, le roi des phoques en Antarctique. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez leur chasse? Mais bien sûr. C'est ce que vous leur dites. Je comprends tout en fait, mais je comprends surtout qu'on vit pas du tout sur la même planète. Non. C'est-à-dire que moi j'ai eu tellement froid mais vraiment j'ai eu froid et j'ai compris que si on mangeait pas on mourrait, que si on n'avait pas ces peaux de bêtes, parce que eux ils avaient des peaux d'ours. Oui, ils avaient des peaux d'ours, ils sont habillés en peau d'ours. Et vous non, je me suis posé la question justement, vous aviez des énormes parkas. Voilà, synthétiques, et en fait on était frigorifiés, eux pas du tout. Donc je me suis dit effectivement le seul moyen de vivre pour eux, c'est d'aller chasser. Donc ça, je le comprends et ça me pose pas de problème. C'est juste le moment où ils me parlent du narval. Où là, je dis par contre, là, on va un peu loin. Le narval, pour les gens qui connaissent pas, c'est un dauphin qui est protégé, qui est appelé aussi la licorne de mer parce qu'il a une grande licorne, qui est évidemment très recherchée puisqu'on lui voue... plein de vertus. Plein de vertus voilà, sur la santé, etc. Donc là, pour moi, c'est ma limite. Parce que je me dis, je ne peux pas, en étant parrain d'une association qui s'appelle Nature Dive de la défense des océans, aller moi-même chasser. Donc là, pour moi, et je suis très triste parce que je me dis, je vais devoir mettre un terme à cette aventure alors que je suis venu vivre quelque chose d'incroyable. Et là, j'étais loin d'imaginer ce qui va se passer. Vous dites qu'il y a des choses qu'on a coupées parce que vous vous effondrez littéralement à certains moments, justement, quand on attaque les phoques, parce que c'est très dur. Parce que c'est dur, parce que quand j'étais petit, que mon père allait à la chasse et ramenait des lièvres, il les mettait dans la baignoire à l'époque, le temps que ma mère les vide, j'essaie déjà de les réanimer à l'époque. Mais je comprends. C'est ça, vous ne jugez pas, vous dites, voilà, on est dans une autre civilisation, une autre manière de vivre. Et puis Valérie, c'est aussi la rencontre, évidemment, avec des personnes, des gens qui vivent là-bas. Chacun se livre, eux se livrent, et vous aussi, vous vous livrez. Écoutez. Et tu as une femme? Je n'ai pas de femme. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre ou vous étonner. Mais à Paris, en France, je vis avec un garçon. J'espère que vous n'êtes pas choqué ou... Tu es surpris, Peter? Un peu. Mais ça va, c'est très bien. Tout va bien. On te comprend. Tu sais, ici aussi, il y a des homosexuels. C'est pas nouveau pour nous. C'était dur, hein? Ça a été, je pense, un moment compliqué. Et aussi difficile et aussi bouleversant. J'avais peur depuis le début de l'aventure, j'avais pas envie de tricher, j'avais pas envie de jouer Jarry, l'artiste que l'on connaît, j'avais envie d'être Anthony, celui que je suis dans la vie.
Et j'avais pas envie de leur mentir. Mais comme je ne savais pas où j'allais, je me suis dit, si on va dans un endroit et c'est compliqué, et en arrivant sur place, j'étais entouré d'hommes et de chasseurs et de pêcheurs. Il y a très peu de femmes. Hein. Il y a très peu de femmes. Je me suis dit, là, ça va être tendu, ça va vraiment être compliqué. Et au moment où je le dis, là dans le montage, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un silence pendant 2 minutes. Et je me dis, est-ce que c'est la fin du tournage? Est-ce que c'est moi qui mange ce soir? Qu'est-ce qui va se passer? Et quand ils se lèvent et qu'ils me prennent dans leurs bras, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Parce que même ça, moi, je l'ai pas vécu. Quand j'ai fait mon coming out à l'époque en France... Avec votre papa. Avec mon papa, j'ai plutôt perdu beaucoup de gens. Il y en a très peu qui m'ont pris dans leurs bras. Et je me suis dit, c'est dingue d'aller aussi loin, d'avoir des gens qui vivent quand même de manière assez primitive et qui me font un câlin dans une culture où on ne se touche pas du tout, on ne verbalise pas du tout ses émotions. C'est pour ça que je trouve que cette émission, elle est magique en fait. Parce qu'elle déconstruit tout ce qu'on peut imaginer et projeter. Et là, j'ai été... moi, je me suis effondré. Pourquoi la nécessité de le dire? Mais parce que je savais qu'ils allaient me poser la question de est-ce que j'ai une femme. J'avais pas envie de dire oui. J'aurais pu dire oui. Je veux dire, je vais jamais les revoir, ça va pas changer leur vie. Non. Mais ça aurait été coupé au montage. Exactement. C'était pas... Mais j'avais envie de dire qui je suis. Et vous avez étonné de la réponse quand tu dis mais nous on sait très bien ce que c'est que l'homosexualité. Mais je suis choqué. Non, mais je suis choqué parce que rien dans cette société bien sûr, ne montre... D'abord, on ne montre pas ses faiblesses. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a un taux de suicide qui est assez fort, qui est assez fort dans cette communauté. Et ils ne montrent pas la peine que ça leur fait. Ils n'essaient même pas de savoir pourquoi la personne s'est suicidée. Vous voyez, il y a un respect de l'intimité des individus. Donc, quand je leur dis « je suis homosexuel » et qu'ils se lèvent et qu'ils me prennent dans leurs bras, je me dis la vie, elle m'envoie un message, en fait, de « oui ». Assumons qui nous sommes, n'ayons pas peur de le dire parce que il y aura toujours de la bienveillance, il y aura des gens qui seront là pour critiquer, mais soyons au rendez-vous de qui nous sommes. Qu'est-ce qui vous reste de cette aventure? Il me reste d'abord que Peter, qui est un des 4 chasseurs avec qui j'ai une relation fusionnelle, me manque terriblement. Oui. Je peux pas parler en fait, ça a été extrêmement fort. Et vous gardez un lien ou pas? Non, c'est compliqué parce que vous ne parlez pas la même langue. Non, il y avait des traducteurs pour nous, c'est-à-dire il ne parle pas l'anglais, il vit à l'autre bout du monde, je ne peux pas rentrer en contact avec lui. Quel objet vous avez ramené? J'ai ramené un bonnet qui a été tricoté par Tokomek, qui est sa femme. Non, je garde qu'ils vivent dans un endroit qui est en train de disparaître. J'ai été le témoin de ces glaciers qui reculent et ça m'a vraiment fait peur. Je vois que les espaces dans lesquels ils chassent pour continuer à vivre sont en train de se réduire de manière drastique. Et puis j'ai vu un peuple qui n'a qu'une seule volonté, c'est de protéger son histoire et sa culture. Et qu'ils sont très très loin de la manière dont on vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je lui dis à un moment donné, est-ce que tu aimerais venir chez moi? Il m'a dit non, je supporte pas la chaleur. Ce soir, vos enfants vous regardez? Oui. Oui. Ah ouais. Oui, je crois qu'ils auront le droit de regarder la télé parce que je veux qu'ils savent... Parce qu'ils n'ont pas le droit, normalement? Non, ils ne regardent pas la télé, mes enfants. Non, ils ont 7 ans. Interdiction? Aucun écran. Aucun écran. Ils n'ont jamais eu de... Rien du tout. Ça va faire plaisir à Valérie, ça. Non, les enfants, ils lisent, ils font des dessins, ils font des jeux. Laissons-leur encore... l'innocence de pouvoir s'amuser entre eux. Ils ont quel âge? 7 ans? 7 ans. Et donc, il n'y a pas la pression de l'école encore de dire t'as pas vu... Ah mais bien sûr que si. Mais je leur dis, écoute, c'est pas grave, t'as tout le reste de ta vie pour aller voir tout ce que tes copains sont en train de voir. Incroyable. Et moi, mes enfants, je les emmène n'importe où et ils savent comment s'amuser. J'ai pas besoin bien sûr, de les occuper avec des écrans. Donc ce soir, ils auront l'occasion de vous voir dans ce grand désert. Les paysages sont magnifiques. C'est extraordinaire. Les gens que vous rencontrez sont très émouvants. Cette femme qui vous parle pas, moi j'ai trouvé très, très émouvant le moment où vous partez. Elle reste et c'est bien parce que dans l'émission on garde ces moments de silence aussi et complètement. Pour faire ressortir l'émotion. Et il y en a eu beaucoup. Et il y a beaucoup d'humour aussi dans l'émission. Bah oui, évidemment. Je l'ai dit quand vous chantez. Et quelques chutes. Ce soir, donc, et puis vous découvrirez ces paysages absolument magnifiques du Groenland avec Raphaël de Casabianca qui est formidable. Je trouve qu'il a une empathie, une discrétion et en même temps une présence formidable. Donc c'est ce soir, 21h10, rendez-vous en terre inconnue. Jarry dans le froid, loin de ses UV. Très beau, très beau. Merci à vous. Tout de suite, Jean-Jacques Bourdin.